Nous avons l'habitude de présenter Tech for Life ainsi, une petite société qui réfléchit avec les acteurs concernés aux formes de la transition et aux solutions biocompatibles. On est dans la deuxième partie de l'après-midi, donc je le rappelle de manière à ce qu'on ait ça en tête. Et au fond, au service, on l'a rappelé à plusieurs reprises, d'un nouvel imaginaire économique. Quand le Festival Vivant, lui, révèle et rend visible les dynamiques de changement. C'est ce que nous faisons, au fond, depuis le début de l'après-midi. Et comme Dorothée Brouès vient de le rappeler, nous sommes pour une heure autour de 4 interlocuteurs qui viennent des entreprises. Mais il faut savoir que ce cadre, qui est le 3e Festival Vivant, après celui de 2013 et celui de 2016, se font à chaque fois autour d'un thème général. Et le thème général, cette fois-ci, c'est « Faire cause commune avec le vivant », avec comme sous-titre « Des acteurs s'engagent pour un monde juste et habitable ». Et comme vous l'avez compris, ce Festival Vivant a été imaginé cette fois-ci en 2 temps, les semailles aujourd'hui même, et puis les germinations qui ont lieu les 2 et 3 avril 2020. Alors, ça sous-entend que nous souhaitons marquer une dynamique des relations, en clair, de cheminer ensemble avec les responsables présents entre les semailles et les germinations, à travers les actions, les initiatives, des synergies que nous continuerons, comme on a commencé à le faire ainsi, à détecter et à susciter. Donc c'est le 4e temps de cet après-midi, avant une pause que vous aurez bien méritée, mais j'ai le plaisir donc d'accueillir à mes côtés 4 de nos partenaires Tech for Life du Festival Vivant. Alors je ne vais pas le refaire parce que Dorothée l'a fait il y a un instant, mais simplement dire quand même un mot à propos de chacun des groupes ici représentés. In Vivo, Rachel Colbé, à ma gauche, qui est le premier groupe coopératif agricole français. On l'appelle d'ailleurs quelquefois la coopérative des coopératives, hein, c'est ça. Les Mousquetaires, M. Christophe Bonneau, qui est un grand distributeur en Europe, qui est le seul distributeur à être producteur et commerçant. D'ailleurs, à mon avis, ça s'entendra dans le propos qui nous tiendra. Et dans la force de l'âge, je parle des Mousquetaires qui ont 50 ans. Et ils le font savoir, ils fêtent une sorte d'anniversaire. EDF, qui est une petite entreprise du secteur énergétique, qu'on ne présente plus, hein, Christophe Domain est ici. Enfin, Novamont, qui est représenté par son directeur France, qui est moins connu, mais qui est pourtant issu du groupe Montedison, voilà une trentaine d'années. Et Novamont est une entreprise italienne spécialiste mondiale en bioplastique, et qui souvent d'ailleurs montre la voie d'une bioéconomie durable. Voilà, alors avant de leur passer la parole, quelques mots de la règle du jeu qu'ils ont bien voulu accepter. Je souhaiterais que chacune et chacun d'entre vous puisse prendre la parole 3 fois. Ce qui veut dire que d'abord, je vous la donne pour 3 à 4 minutes, pour témoigner de vos actions en résonance avec notre sujet d'aujourd'hui, faire cause commune avec le vivant, les acteurs s'engagent pour un monde juste et habitable. Ensuite, pour formuler des prospectives, des défis, des attentes en vue des germinations. Et puis là, vous aurez 4 à 5 minutes. Et enfin, vous interagirez entre vous et avec la salle. Merci donc de bien vouloir cadrer vos interventions. Je vais passer la parole à M. Christophe Bonneau. Merci. Ça marche, oui. Oui. Donc, juste un petit mot des Mousquetaires. Donc, les Mousquetaires Intermarché, donc c'est un groupe de distribution, effectivement. C'est bon, c'est pas bon. Un groupe de distribution d'abord français, avec la particularité d'avoir un pôle industriel relativement important, donc 72 usines en France, 11 000 collaborateurs qui travaillent dans ce pôle industriel, 4 milliards de chiffre d'affaires, donc nous sommes de gros industriels agroalimentaires, tout à fait, donc, et avec une stratégie d'être producteurs et commerçants dans nos magasins
Intermarché, un Intermarché tous les 17 km en France, 2000 magasins, d'être producteur commerçant responsable avec un plan RSE qui a été lancé il y a maintenant un peu plus d'un an et qui notamment se veut résolument être un acteur référent de la transition agroalimentaire, à la fois sur les modes de production mais également sur les modes d'alimentation. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons beaucoup sur les principes de l'agriculture pour le vivant, et notamment nous allons tester ça sur deux filières importantes. La filière vin, donc on fabrique à peu près 200 millions de bouteilles de vin par an, et nous achetons du raisin que nous vinifions également, et nous avons décidé de basculer donc, sur la haute valeur environnementale, qui est pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc c'est un label qui est piloté par le ministère de l'Agriculture, qui est très peu connu pour l'instant par le consommateur, mais qui permet de déployer l'agroécologie et notamment de travailler sur les grands principes de l'agriculture du vivant, la compétition sur les cultures, sur les faunes sauvages, la biodiversité, la gestion et la réduction des intrants phytosanitaires, et puis l'alimentation, enfin, tout ce que vous connaissez, que vous avez appris, je suppose, pendant vos cours d'agronomie. Donc on a lancé ça sur le vin avec des belles réussites, parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces principes d'agroécologie soient tirés par l'économie, c'est-à-dire par le consommateur, que le consommateur achète les produits, réachète, et les plébiscite. C'est comme ça qu'on arrivera à déployer une agriculture plus vertueuse, de masse, avec une accessibilité importante au niveau de l'ensemble des consommateurs. On a lancé une deuxième filière, la filière blé. On fabrique à peu près 1,5 million de baguettes par jour. Et donc on a également sur le blé, avec des partenaires coopératifs, on travaille aussi sur ces principes d'agroécologie, sur une grande culture comme le blé, qui est un peu plus complexe, mais sur lequel nous avons des références. On a commencé à déployer des références dans les magasins Intermarché en haute valeur environnementale qui performent plutôt bien, mais qui nécessitent d'avoir beaucoup plus de notoriété encore de la part autour de ce label. Voilà un petit peu, j'ai dû prendre 4 minutes. On va passer la parole à Rachel Colbé. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice RSE, donc développement durable, j'ai bien de l'état, c'est ça? Ça marche pas. Je pensais en tournant donc, développement durable du groupe InVivo. Donc, effectivement, c'est tout d'abord une union de coopératives agricoles françaises. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 200 coopératives dans notre union. Et on travaille tout d'abord sur tout ce qui va être céréalier, mais par la suite, on s'est ouvert sur plein d'autres cultures, que ce soit pour partie élevage, mais surtout tous les différents types de production végétale, y compris la vigne maintenant, depuis un peu moins de temps, où à chaque fois, donc, on est dans une optique de faire mutualiser et les efforts et les progrès pour aussi avoir donc, une meilleure valorisation qui est elle-même mieux répartie et partagée. Et donc, InVivo, clairement, on travaille avec le vivant depuis longtemps puisqu'on est dans la production végétale. Mais ce qu'on essaie de regarder maintenant, et pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec ce festival des vivants, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus, ou en tout cas, surtout en France, mais on malmène quand même l'agriculture par rapport à ce qu'a pu être des systèmes qui existent actuellement. Où quand même on a vraiment une vision très négative. C'est l'agriculture pollueur, c'est l'agriculture qui est en crise, c'est l'agriculture qui n'est pas solvable. Il y a beaucoup de choses, en fait, juste toute une liste très longue de tout ce qui est négatif de l'agriculture. Et ce que je trouve vraiment rafraîchissant dans le type de conversation que je peux avoir avec cette communauté, entre autres, c'est qu'au contraire, en fait, c'est que ça peut être l'agriculture le meilleur allié de l'environnement.
Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent, et c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement acquise, et qu'il faut maintenant vraiment mobiliser pour que ça devienne une histoire de masse. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'initiatives un peu artisanales qui cherchent à s'essaimer derrière. On en a parlé tout à l'heure avec la permaculture. On a souvent des exemples où, à mon grand enthousiasme, parce que je ne suis pas agronome, on voit que, en fait, question de gaz à effet de serre, l'agriculture va pouvoir le stocker mieux. Question de biodiversité, en fait, l'agriculture va pouvoir être une solution pour non pas seulement le préserver, mais le régénérer, et notamment en termes de qualité de sol. Ça va aider à purifier l'eau. Et ça, c'est des valeurs communes partout dans le monde, et pas uniquement en France, même si la France peut avoir un rôle particulier à jouer pour ça. Mais un de mes projets préférés, c'est au Nigeria, où on est en train d'utiliser l'agroforesterie et l'agroécologie pour reforester 108 000 hectares qui ont été à 97% déforestés. Et on va le faire en fait avec les agriculteurs par rapport à leur nouvelle optique qui nécessite, bien sûr, qui est les bribes finalement de ce nouveau système et qui est intéressant parce que c'est effectivement ce que moi, intuitivement, j'appelais déjà un triple capital. La RSE, en fait, en anglais, on fait le raccourci pour parler de People, Planet and Profit. C'est les 3 P qui sont les fondements de cette idée de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais en fait, ce qui est intéressant avec cette notion de triple, c'est qu'au lieu de chercher à s'améliorer sur un des P et chacun, en fait, on va voir au contraire comment le croisement en fait, de ces P font système et qui font sens. Donc, quand on parle de triple capital, nous, coopératives, on va toujours regarder, quand on fait quelque chose, est-ce que ça va cocher les 3 cases? Est-ce que ça veut dire que l'agriculteur va mieux vivre de son métier? Est-ce que ça veut dire que le consommateur va avoir une alimentation plus saine? Et est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'apporter une contribution pas seulement nette, donc en préservation, mais au contraire positive à l'environnement? Et nous savons que c'est probablement possible, sous réserve, qu'on arrive à mettre en place le type de système qu'il faut. Je suis heureuse de dire que je travaille avec pas mal de monde qui sont déjà ici. Tout à l'heure, Arnaud Daguin a expliqué le mouvement pour une agriculture de vivant. In Vivo y est depuis le quasi-début, parce qu'on sait que c'est ce niveau dynamique qu'il faut arriver à faire essaimer et déployer au plus grand nombre, parce qu'au fur et à mesure, après, on aura la goutte qui fait déborder le vase. Très bien. Merci Rachel Colbet. On voit que c'est le début d'un récit, hein, donc d'un storytelling, comme Yann Thomas nous a invité à le faire tout à l'heure. On va l'améliorer, vous allez voir, il va prendre de la densité au cours de notre heure. Et je vais passer la parole à Christophe Domain, d'EDF. Merci. Donc EDF, par rapport au vivant, il y a le carbone, on va dire, et on est un des producteurs avec le plus bas d'émissions carbone par kilowattheure entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc à propos, je n'étais pas au sommet climat, mais la semaine dernière chez nous, il y avait une journée organisée autour du climat avec des éminents chercheurs CNRS comme Christophe Cassou, Sylvain Jouzom pour nous expliquer bien nous présenter la situation. Donc l'autre point par rapport, je m'occupe de nanomatériaux et de matériaux innovants et de vieillissement de ces matériaux. Deux points par rapport au vivant en fait, deux points de vue différents. Il y a par rapport à tout ce qui est bio-inspiré en fait, comment améliorer les matériaux existants pour qu'ils soient plus performants ou leur trouver d'autres fonctionnalités. Une des façons, c'est le bio-inspiré qui est un des points importants pour les nanomatériaux. Et donc, alors il y a différents exemples pour ça, où la nature fait très bien. Il y a l'exemple de la photosynthèse, par exemple, hein, que l'on cherche à faire. Il y a aussi la récupération du CO2, qui est aussi il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Donc c'est pas forcément dans les business d'EDF, ça peut être plus le business de la chimie pour finalement récupérer le CO2 pour en faire des molécules à valeur ajoutée
pour remplacer ces molécules qui viennent actuellement plus de l'industrie pétrolière. Donc c'est un point. Donc l'autre point, plus par rapport au business EDF, je veux dire, c'est... alors un point important par rapport à tout ce qui est la nature, en fait, ça a été abordé aujourd'hui, c'est multifonctionnel en fait. Hein. Et donc, une des fonctions que l'on peut chercher chez nous, en fait, c'est par rapport à tout ce qui est échange de chaleur. Donc échange de chaleur chez EDF, c'est à la fois les gros moyens de production, mais c'est aussi les services comme Dalkia, que vous connaissez peut-être, qui fournit du chaud et du froid. Donc dans tout ce qui peut être climatisation et toutes ces choses-là, en fait, si on améliore l'échange de chaleur, on améliore les performances, et une des façons, c'est d'avoir de la condensation plutôt qu'en film en gouttes. Et donc pour cela, en fait, il y a les insectes et les végétaux, avec les deux grands exemples mis en avant. Il y a la fameuse feuille de lotus, qui est hydrophobe, qui est auto-nettoyante, en plus des fonctions de photosynthèse, donc que je ne considère pas ici. Et puis il y a aussi tous les insectes. Hein. Par exemple, si on prend le magnifique morpho qui est en forêt amazonienne ou autre, qui a des super couleurs, qui vit dans un milieu où si vous y êtes une journée, vous êtes complètement plus très propre, et lui, ses ailes sont à la fois propres et assurent plein de fonctions. Donc c'est une source d'inspiration en fait pour fabriquer des surfaces, fonctionnaliser des surfaces en fait pour être dans ce même sens. Donc, et après l'autre point dont je voulais parler en fait c'est les géopolymères, et en particulier les ciments à base de géopolymères. Donc c'est principalement de la silice, des silices d'aluminium, avec pour le liant en fait des solvants non sales en fait, qui peuvent être à base d'alcalin en fait. Et un des intérêts de ça, c'est de remplacer le fameux ciment Portland, qui est une source énorme. Alors les chiffres, l'ordre de grandeur des chiffres, hein, c'est il y a à peu près 10% du CO2 qui vient de cette production de ciment. Le ciment étant une des principales matières de construction. Et donc rechercher ces nouveaux matériaux, donc avec entre guillemets une chimie ou des choses de façon plus douce, qui sont finalement ce que fait le vivant. Ça peut être une façon de faire, pour reprendre un terme qui a été pris aujourd'hui aussi, de l'ingénierie écologique. Merci Monsieur Demain. Et on termine ce premier tour de table, si j'ose dire, par Monsieur de Boissouty. Bonjour, alors moi je vais vous parler effectivement de la société Novamont qui a débuté une petite révolution il y a 30 ans. Parce que Katia Bastioli, qui à l'époque était une jeune chercheuse, a décidé et a inventé en fait un plastique, une nouvelle matière qui est plastique et qui est d'origine végétale et biodégradable. Donc elle reprend en fait l'idée de ce que la nature produit, à savoir elle se nourrit effectivement de la nature, du vivant, une fois que ce vivant disparaît, et renaît. Donc on est dans une logique origine végétale, donc biosourcée, avec la capacité de pouvoir se biodégrader, donc d'avoir intrinsèquement la solution de son élimination. Alors par définition, on parle de renouvelable, on parle d'énergie renouvelable d'ailleurs, qui on pourrait presque dire d'ailleurs pour le soleil de l'énergie permanente. Le renouvelable, c'est principalement, en fait, c'est par définition même le vivant. Donc on a voulu s'inscrire dans cette logique-là. Alors au départ, il y a 30 ans, ça a été la volonté de trouver une nouvelle matière moins polluante et qui pourrait éventuellement donner des satisfactions également au niveau de son utilisation. Et puis progressivement, cette société en fait a eu une ambition beaucoup plus large autour d'un nouveau mode d'économie, un nouveau mode, une nouvelle industrie, une industrie en fait qui serait à nouveau relocalisée, qui pourrait effectivement en fait être à échelle, peut-être pas humaine, mais à l'échelle d'un pays, avec le développement de bioraffineries. Pourquoi des bioraffineries? Parce que les bioraffineries utilisent effectivement le vivant, utilisent la matière vivante. On a besoin, nous, du vivant comme matière première pour faire nos polymères. Et puis, ça permet aussi de pouvoir avoir une source de matière première relocalisée, plutôt que d'utiliser le pétrole,
qui n'est pas du tout localisé, puisqu'on sait à peu près où il se trouve au niveau mondial. En Europe, on n'en a quand même pas beaucoup. Et on se trouve donc dans une idée qui est une économie, alors aujourd'hui on la nomme l'économie circulaire. Cette circularité, d'ailleurs, que la nature, par définition, a produite, en fait, et qui permet à cette nature de pouvoir sans cesse se régénérer, précisément parce qu'elle est circulaire. Et on a voulu inscrire notre développement dans cette logique d'économie circulaire. Alors aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, de sobriété et de frugalité. Donc là, c'est l'économie, effectivement, des ressources. On a parlé de la pertinence et de l'intégration. Là, on l'intègre également dans notre logique. De la résilience. Là, je dirais presque que c'est la résilience d'une nouvelle industrie. Une industrie plus proche de ce que fait la nature et moins polluante. Et puis, il y a la régénération. Et on va au-delà, effectivement, de toute cette logique, puisqu'on est très proche également de la régénération des sols. Puisque dans la biodégradation, on va forcément finir dans le sol. Et cette biodégradation, elle a un intérêt si on la lie avec la valorisation des déchets organiques. Alors, les déchets organiques, ce sont par définition une origine végétale. Cette origine végétale a normalement vocation à retourner au sol pour l'enrichir, le régénérer. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quand même énormément de déchets organiques dans nos poubelles. Et donc on a voulu aussi s'inscrire dans cette logique-là de développement, de valorisation des déchets organiques, de ce qu'on appelle des biodéchets, pour un retour au sol de qualité. Alors le retour au sol de qualité, ça signifie qu'effectivement c'est un compost, un humus de qualité qui permettent au sol de pouvoir se régénérer. Donc on est vraiment dans cette logique-là, après 30 ans d'expérience. Et je vais, pour finir, vous parler d'un projet, d'une bioraffinerie exemplaire, qui est la bioraffinerie qu'on a construit en fait sur une ancienne raffinerie désaffectée. Puisqu'en Europe, les raffineries, elles ont plutôt été délocalisées en Asie. Et on s'est dit, plutôt que de prendre des terres qui sont utiles pour l'agriculture, on va plutôt prendre une usine désaffectée et on va essayer de remettre quelque chose dessus, et donc une bioraffinerie. Cette bioraffinerie, on avait besoin de matières premières, on l'a construite en Sardaigne. Et en Sardaigne, on utilisait l'amidon. Et on utilisait l'huile aussi après l'amidon. Et on s'est dit, l'huile, pour l'instant, on la prend du tournesol, mais le tournesol, c'est consommateur d'eau. On ne peut pas faire pousser du tournesol en Sardaigne, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre comme matière, comme culture? Et on s'est tourné vers une culture endémique, qui est le chardon. Et le chardon pousse sur des terres qui sont extrêmement pauvres, et nous donnait en fait une graine de laquelle on pouvait sortir, on pouvait avoir de l'huile. Et avec cette huile, en fait, on a développé d'autres monomères qui pouvaient rentrer dans nos plastiques, de manière à élargir la gamme, en fait, de produits d'origine végétale, pour ne pas rester sur un seul type de produit. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des plastiques généralement souples. Autour de la table, d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui les connaissent, à savoir par exemple le paillage agricole, qui est un film que l'on met sur le sol pour sélectionner une partie, une plante particulière, et faire que les infestants ne poussent pas sans qu'on ait besoin d'utiliser de pesticides. Et ça, c'est avec In Vivo qu'on travaille depuis longtemps. Et je me retourne également vers mon voisin de droite, de manière très, très amusante. Je ne savais pas que vous alliez être là, puisque c'est un des acteurs de la grande distribution qui a commencé le premier à s'intéresser au bioplastique, au plastique biodégradable d'origine végétale. Et ce n'est pas étonnant compte tenu de votre origine. Eh bien, c'est précisément Intermarché en 1998. Et je me souviens avoir effectivement été voir Intermarché qui s'intéressait beaucoup à ça. Donc notre entreprise essaye du vivant, de recréer une nouvelle industrie, le relocaliser, et si possible, avec un impact environnemental inférieur. Merci. Merci, Monsieur de Boissoudy. Vous voyez, un des moyens, on vient de le voir à travers votre intervention, de faire du récit et du sensible, c'est déjà de faire l'histoire. De l'histoire des intentions, de l'histoire des gestes, parce que ça permet effectivement de se projeter et de faire comprendre les raisons de cette projection. Alors voilà, maintenant vous en savez assez sur les institutions, les entreprises des 4 panélistes. On va passer au deuxième temps.
ce temps de la projection et des attentes, des défis, et dans la perspective, effectivement, de ce rendez-vous que nous aurons au mois d'avril. Est-ce qu'on continue à peu près dans la même... Oui, alors on va donner la parole à M. Christophe Bonneau pour cette fois-ci une intervention un petit peu plus longue. Donc les défis concernant le mousquetaire Intermarché à Bon Mousquetaire, donc c'est la réussite de notre chantier, de nos chantiers en cours hein, sur l'agroécologie, la haute valeur environnementale. Donc, notre objectif, c'est de basculer l'ensemble de notre production de blé, donc à peu près 120 000 tonnes, en haute valeur environnementale. Donc, ça, c'est le premier enjeu. On s'est donné jusqu'en 2025 pour réussir. Et puis la même chose sur le vin, pour basculer nos 200 millions de bouteilles en haute valeur environnementale. Puis ensuite, et on commence à le faire, déployer cela sur l'ensemble de nos achats de fruits et légumes. Donc ça, c'est l'enjeu qu'on s'est donné dans les 5 ans qui viennent. La problématique, en fait, elle n'est pas technique parce que les agriculteurs sont prêts. Ils testent, d'ailleurs avec InVivo, hein, plein de solutions, plein de nouvelles technologies qui apportent satisfaction. On a aujourd'hui, par exemple, sur le blé, 20% des surfaces qui ne sont plus traitées, qui apportent la biodiversité. On est passé de 3 espèces culturales à 10. Donc ça nécessite aussi, dans notre offre, notamment le pain, de ne pas vendre que du pain blanc, mais de vendre aussi du pain avec du sarrasin, avec de l'épeautre, avec du lin. Il faut que derrière, le consommateur aussi apprenne à consommer de façon plus variée. Donc techniquement, je n'ai pas d'inquiétude. Les choses, ce qui a été formidable dans ce projet, lorsque j'ai annoncé ce projet à mes équipes, ils m'ont dit on va avoir du mal à convaincre les agriculteurs, ils vont nous envoyer paître dans les pâtures. Eh ben non, ils étaient déjà prêts, ils avaient déjà des récoltes, ils avaient déjà des produits en haute valeur environnementale qu'ils ne valorisaient pas. Et donc on est venu et on a dit il faut qu'on valorise ce travail, il faut qu'on explique ça aux consommateurs. C'est pour ça qu'on a pris ce logo qui permet de signaliser le produit, de le reconnaître dans le rayon. Et de ce côté-là, je n'ai pas du tout d'inquiétude. La grosse problématique, c'est la valorisation pour le consommateur. C'est des productions qui vont coûter entre 10 et 15% plus cher. Alors, vous pouvez me dire sur une bouteille de vin, du pain haut de gamme, c'est pas grand-chose. Sauf que le vin qu'on vend chez Intermarché, les 200 millions de bouteilles, ce n'est pas des vins issus de grands châteaux, c'est pas du Haut-Brion, hein, c'est du vin en prix moyen qui est à 1,50 € la bouteille. La baguette, c'est 80 centimes 85 centimes chez votre boulanger, c'est 49 centimes chez Lidl, voire moins même. Donc 6 centimes sur une baguette pour faire de la haute valeur environnementale, sur une baguette de moins de 50 centimes, ça compte. Et ça compte dans un contexte de pouvoir d'achat difficile. En France, le pouvoir d'achat alimentaire, le budget alimentaire, c'est 15% du PIB d'un consommateur. C'est environ 200 € par semaine. Pour une famille, c'est 7 € par repas à la maison, donc par personne. Donc voilà, donc 15% ça compte. Si demain on bascule tout notre pain avec 15% de plus dans le prix ou le vin, on n'en vendra plus, ou beaucoup moins. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à valoriser tout ça. Donc il faut bien sûr du marketing, des explications, des histoires, et il faut aussi que le consommateur plébiscite et souhaite, il souhaite qu'on règle le problème de réchauffement climatique, mais ça passe aussi par un acte citoyen, et il faut passer des intentions à l'acte d'achat. Et quelquefois, c'est difficile.
Merci, Alors monsieur. peut-être dernière Oui, chose, dernier enjeu, parce que c'est aussi important. Donc on a lancé également, on n'est pas tout à fait en ligne avec l'agriculture pour le vivant de ce côté-là, mais on a aussi lancé des cultures sans glyphosate. On sait très bien ce qu'apporte le glyphosate dans les cultures. C'est un désherbant extrêmement intéressant, sauf que la société n'en veut plus. Voilà. Donc on a lancé des tests de culture de blé sans glyphosate et d'autres, et en s'appuyant sur tout ce que j'ai dit, la biodiversité, l'enrichissement par la décomposition organique, etc. Vous avez lancé ces tests quand? Nous les avons lancés l'année dernière. Voilà. On espère avoir les récoltes l'année prochaine. C'est difficile, mais clairement, on a une interdiction qui est une épée de Damoclès, donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc Bien voilà, sûr. dans mes vœux pour la suite, c'est qu'on réussisse ce chantier. Bien sûr. Vous êtes totalement dans le cadre, au fond, de notre préoccupation, un monde juste et habitable et juste. Hein. Et on a bien compris les défis que vous lancez. Rachel Colbet peut prendre la suite. Merci. Alors, j'ai évidemment en tête beaucoup d'enjeux. J'ai tendance à en parler très régulièrement. Et je vais quand même innover un petit peu par rapport à ce qui était le discours ce matin, tout à l'heure plutôt, de par Nabil Rajou. Et, en fait, non, pas que lui, mais en fait, finalement, chacun qui a parlé. Ce que ça m'a vraiment inspiré, c'est de dire qu'aujourd'hui, on parle souvent de l'économie linéaire et le passage nécessaire vers une économie circulaire. Et on a parlé tout à l'heure de l'importance du changement d'optique d'esprit aussi. Et je vais dire qu'effectivement, aujourd'hui, je suis régulièrement soit surprise, soit estampillée par la monométhode qu'on applique à peu près partout. Donc, typiquement, tout à l'heure, je disais que l'agriculture peut avoir beaucoup d'effets différents et Christophe Bonneau vient d'en parler aussi par rapport à leurs efforts avec de haute valeur environnementale qui vont avoir un impact à la fois en termes de gaz à effet de serre, mais aussi la biodiversité, mais aussi l'eau. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand on commence à parler de comment on va constituer ce qui serait le label bas carbone, on va raisonner avec un seul variable. C'est mono-approche. C'est un problème. Pareil, on parle de l'agriculture. Alors, on sait qu'avec l'agriculture, la grande étoile de noblesse en fait, des agriculteurs, c'est leur fierté de nourrir le monde. Et bien sûr, c'est une sacerdoce formidable, donc on peut tous être reconnaissants. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, on se dit que les terres, finalement, elles ont une utilité, une mono-utilité. Alors qu'au contraire, il faut passer dans cette exponentielle où on pourrait presque dire, grosso modo, quand on fait une agriculture avec une rotationnelle resserrée où on imagine finalement, certes, à apporter de la complexité, mais finalement produire beaucoup plus dans une intensification agroécologique, en fait, avec ça, on va pouvoir avoir peut-être un tiers de la récolte qui va servir à nourrir le monde, on va avoir un tiers qui va peut-être pouvoir nourrir le sol, et on va avoir un tiers qui va pouvoir peut-être nourrir la bioéconomie, tel que Christophe de Boissoudy vient d'expliquer. Là, c'est intéressant, parce que quand on est face à cette grande difficulté de valorisation où on ne s'en sort pas aujourd'hui et qu'on a des terribles déséquilibres où on travaille collectivement pour pouvoir justement les rectifier, quand on commence à avoir une résilience grâce au fait qu'on va avoir une multi-usage d'une seule et même parcelle, grâce à des multi-caractérisations par rapport aux services écologiques qui sont apportés et qu'on puisse rémunérer ces externalités positives, par exemple. Parce que finalement, si on veut de l'eau à boire, on est bien heureux si l'agriculture peut aider à filtrer l'eau et qu'il y a moins de traitements à faire derrière. C'est cette économie-là qu'il faut qu'on arrive à avancer. Là encore, l'autre mentalité, c'est que trop souvent, au-delà de monovariable, monovalorisation, monoutilité, il y a un vrai souci de mono-acteur. C'est-à-dire que moi, avec la bioéconomie, que je n'ai pas encore réussi à bien avancer, mais que je suis inspirée par des modèles existants,
Trop souvent, ça reste avec des petits pilotes un petit peu artisanaux ou très localisés. Pourquoi? Bon, on pourrait dire que la bioéconomie est essentiellement locale, soit. Et pourtant, si on veut que ça devienne une solution viable, si on parle que ça peut être une solution face aux pétrole sourcés pour avoir d'autres alternatives, il faut bien qu'on puisse monter en échelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit, ou qu'est-ce que je constate? C'est la compétition encore. Un alpha qui va faire lui seul quelque chose de nouveau, avec quelques partenaires bien choisis. Quel dommage! Il faut qu'on reconsidère comment finalement, là aussi, il y a une multiple à trouver. Parce qu'on arrive à être plus nombreux à travailler dans un même sens et du coup, on fait plus grand le gâteau. J'ai adoré cette métaphore tout à l'heure parce que je m'en sers déjà en interne chez Invivo. On oublie, on essaie de décortiquer des choses, mais alors que c'est une idée de, au contraire, dépasser ces comptes-là et en créer des nouvelles possibilités. Il y a aussi, dans ce sens-là, d'autres freins, qui est la temporalité. Quand j'entends qu'il y a une l'INRA, par exemple, qui va sortir une nouvelle étude par rapport à la disponibilité de la biomasse, j'entends un peu partout, et notamment chez les environnementalistes, qui disent « Attention, la bioéconomie, c'est une fausse bonne idée, parce qu'on n'aura jamais assez de biomasse pour résoudre tous les besoins dont on a besoin. » Peut-être. Mais soyons un peu plus humbles par rapport au fait que oui, peut-être ça ne va pas être la solution à 100% des besoins. Ok. Mais en attendant, qui le droit va prendre un bébé et dire ce bébé, il est un bébé et il restera toujours un bébé? Comment est-ce qu'on parle de ça? On parle du vivant. Le vivant, la base, c'est quoi? C'est l'ADN. Ça veut dire qu'on a inscrit dans la façon de faire des choses le changement, l'évolution, la croissance au sens pas démesuré, mais au contraire, en fait, vital. Quand on regarde la biomasse, on peut le programmer. Si le milieu agricole est impliqué, et on sait qu'au contraire, si la solution passe par l'agroécologie, une intensification, et que du coup, il faudrait qu'on réinsère d'autres cultures qui vont utiliser les terres à d'autres moments, et qui vont peut-être être croisées dans un même temps, comme je citais tout à l'heure avec l'agroforesterie, ou sur le même endroit où on a même plusieurs espèces qui sont en train de pousser. Ça dépend de la géographie, évidemment. Ben là, en fait, on peut vraiment avoir plus de biomasse, alors qu'on prend parfois des décisions basées sur aujourd'hui seulement. Et aujourd'hui, en fait, quand on fait des recherches, c'est quoi? C'est en fait hier qu'on regarde. Donc, il faut qu'on sorte de cette approche trop mono pour aller vers le multiple. Et donc, mon deuxième effet qui se coule, quelqu'un a parlé de qui se coule tout à l'heure, que même moi, américaine, je le connais quand même, ce produit, c'est que, encore une fois, quand on entre dans la circularité, alors ça change tout. Et là, par exemple, l'agriculture aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est content d'être dans l'économie circulaire parce qu'on prend des issues de silos. Donc, première utilisation, on a fait de l'alimentaire. Derrière, les poussières de silos, comprenez-moi bien, que les poussières qui devraient être plutôt un déchet, ben non, pas du tout, on peut les valoriser. Et donc, il y a 55% qui va aller vers la nutrition animale et 40% qui va aller vers les méthaniseurs. Donc, pour de l'énergie. Ben, top. Mais quand on est face à ce souci de valorisation par rapport à comment on va faire que la nourriture reste à un prix abordable, que chacun gagne quand même sa vie et que l'agriculteur a une meilleure résilience par rapport à son modèle économique, il ne faudrait pas qu'on prenne ces ressources intéressantes que pour l'énergie. Souvent, on a besoin quand même d'une meilleure valorisation. Je suis très heureuse de dire qu'un des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui avec AgroParisTech, c'est de regarder quelles sont les molécules d'intérêt dans les issues de silo. Et on a découvert, alors on ne sait pas encore, je ne peux rien annoncer parce qu'il reste encore beaucoup de recherches à compléter, mais aujourd'hui, a priori, on pourrait, avec certes une utilisation d'enzymes, donc c'est là où il faut qu'on voit si la balance économique fait sens, on pourrait prendre les issues et avant qu'on les flèche vers la nutrition animale et vers l'énergie, on pourrait d'abord enlever quelques molécules qui sont d'intérêt pour le cosmétique et pour le pharmaceutique. Et le fait d'enlever ces acides-là, comprenez-moi bien, ça veut dire que ça va être même plus digestible pour l'élevage et ça va être même plus méthanogène. Donc en fait,
Au lieu de se dire, ok, je reste dans mon circularité, mais quand même malgré tout linéaire, et donc je vais juste faire une seule valorisation avec, et ça va devenir la concurrence, et puis c'est la vérification, et les analystes disent, c'est la fausse bonne idée. Non, on regarde ça un peu plus près avec une autre optique d'esprit, et on découvre qu'en fait, on peut non seulement préserver et ajouter, mais même en faire toute une nouvelle exponentielle. Oui, circularité croissante et sobriété agroécologique. Cette tension-là était extrêmement intéressante. Monsieur Demain, est-ce que les géopolymères vont servir bientôt à la construction des centrales nucléaires d'EDF? C'est une question. Je n'avais pas la réponse aujourd'hui. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais dans ce système-là, et pour répondre à cette question, il y a besoin de construire, et pour y répondre rapidement, il faut construire les bons écosystèmes. Les bons écosystèmes, mais c'est vrai aussi pour l'application, si on veut faire du bio-inspiré pour faire des revêtements ou autres, en fait, c'est pouvoir répondre à toutes les questions. Et pour ça, il faut de la recherche, comme l'école où on est ici ou des écoles voisines. Et après aussi, il y a besoin de ce qu'on a vu tout à l'heure, des startups qui essayent des choses, qui innovent. Et après, il y a besoin de nos reprises intermédiaires ou des grandes entreprises. Et par exemple, si on prend EDF, nous, on ne fabrique pas de matériaux, donc on a besoin de s'associer à des fabricants de composants ou autres. Et donc ça, à nouveau, il ne faut pas que ce soit dans une économie linéaire où chacun fait un truc et attend que celui du dessous est fini pour voir ça marche pas, et dans ce cas j'achète pour voir si je peux l'exploiter ou pas. Mais s'associer ensemble dès le début, en fait, pour développer ces choses-là. Donc après, dans le monde technique que je connais plus par rapport au vivant, il y a les labos de recherche, il y a les instituts de recherche technologique qui permettent du transfert de la recherche vers l'industrie, qui sont des points importants pour créer l'écosystème qui permet d'aller vite, en fait, hein, parce qu'il y a besoin... Il y a un problème particulier à EDF à rechercher les bons écosystèmes? Non, mais il y a des difficultés? Il faut les construire assez tôt, en fait, et c'est pas une difficulté, mais c'est une façon de penser qui n'était pas forcément vraie par le passé, en fait, de créer ces écosystèmes assez rapidement, surtout venant de la R&D, en fait. On essaie quelque chose, alors on cherche à associer l'ingénierie chez nous dès le début, ça en interne on y pense, mais après, en fait, dès qu'on fait une collaboration académique, par exemple, donc on est au-delà du TRL 3, expérience de labo, en fait, penser déjà plus loin, en fait, pour accélérer, en fait, accélérer l'innovation. Et donc ça, c'est un point important. Alors après, je vais revenir à d'autres challenges, en fait. Le challenge du bio-inspiré, en fait, c'est que la nature fait des trucs super. Il y a encore un exemple que je n'ai pas donné, en fait, il y a les scarabées et les cactus, qui, eux, en fait, ont la capacité de faire, à partir d'un air relativement sec, mais que relativement sec, récupérer la vapeur pour former des gouttes d'eau, et ensuite pouvoir la collecter. Donc il faut avoir une structuration, une nanostructuration locale plus macroscopique pour pouvoir avoir des gradients qui permettent de récupérer l'eau. Et ça, par exemple, une application de ça, donc, alors ça, d'un point de vue, il y a des filets à brouillard pour récupérer la vapeur. Donc par exemple, pour EDF, ça pourrait être une application, il y a les tours aérofogiantes des centrales qui renvoient de la vapeur d'eau, c'est récupérer cette vapeur d'eau pour avoir de l'eau déminéralisée. Donc par exemple, plus en économie circulaire dans le cadre d'une centrale. Alors le challenge là, c'est avoir ces filets qui sont durables. Et avoir le vieillissement, en fait, de ces matériaux, en fait, c'est le point clé, en fait, pour... alors c'est vrai, même si on met un revêtement, par exemple, sur des panneaux solaires pour qu'ils ne salissent pas, il faut que ça dure au moins 20 ans, où il faut être capable de réparer, en fait.
Et alors là, à nouveau, la nature sait bien faire, parce que l'autoréparation, elle sait faire, mais d'un point de vue pour des applications industrielles, c'est encore un challenge. Et après, l'autre challenge, en fait, au niveau de par rapport à plus de la chimie douce ou autre, la nature fait tout avec du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, l'oxygène, quelques alcalins ou autres, et température ambiante, pression ambiante, si c'est avec de l'eau, c'est le pH ambiant, et finalement, d'un point de vue industriel, si on veut reproduire ces fonctionnalités, eh bien, il faut soit beaucoup d'énergie, ça peut être des lasers, ou de la chimie qui n'est pas forcément très friendly. Et donc ça, c'est des challenges importants par rapport à tout ça. Donc, voilà. Merci, Monsieur Demain. Merci. Monsieur de Boissoudi, en entendant tout à l'heure Christophe Bonneau nous dire bon, parmi les défis, il y en a un qui est difficile, c'est la valorisation auprès du consommateur. Je me demandais si de votre côté, vous n'aviez pas la même, j'ose pas dire difficulté, le défi. Alors, un défi pour nous, je vais commencer par des défis qui sont plus larges en fait, parce que les défis pour nous, c'est d'abord, on a fait une première révolution, qui est une petite révolution autour des matières. Donc, à faire une matière en fait plastique totalement nouvelle. Et là aujourd'hui, c'est davantage un défi qui serait une révolution, presque une nouvelle révolution industrielle. La révolution industrielle où on pourrait rentrer effectivement dans une logique vraiment circulaire et non pas en fait une logique qui pousse chaque industriel, et on en a un petit peu parlé, à s'intéresser à la fonctionnalité. C'est-à-dire on fait un produit en fonction de sa fonctionnalité. Et avec cette logique, on est nécessairement dans une logique d'économie linéaire. Parce que chaque industriel à son niveau a un peu tendance à s'intéresser à servir le niveau suivant. Et éventuellement le niveau d'après, c'est pas forcément son problème, c'est davantage le niveau suivant, en espérant que le niveau suivant pourra effectivement satisfaire au niveau d'après. Et donc on est dans une économie vraiment linéaire à cause de cette, je dirais, façon de réfléchir liée uniquement à la fonctionnalité. Et j'en parlais tout à l'heure, une révolution industrielle sur la complémentarité, et je suis en parfait accord avec Rachel, vous allez croire d'ailleurs qu'on a discuté avant, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il faut aussi penser à la complémentarité. Et c'est là où, quand on travaille, quand on réfléchit à créer de nouveaux produits, à créer de nouvelles industries, la complémentarité est très importante. Et j'en ai parlé tout à l'heure en le soulignant, avec la complémentarité de faire un produit qui effectivement est d'origine végétale, biosourcée, vient du vivant, effectivement compostable, enfin biodégradable, puisqu'il est compostable et par définition biodégradable, et qui en fait a un intérêt pour pouvoir servir la valorisation des déchets organiques. Cette valorisation qui aujourd'hui n'est absolument pas faite, parce que c'est quand même 35 à 40% de la poubelle, c'est-à-dire la partie la plus importante de la poubelle. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Généralement on le brûle, ou on l'envoie en décharge. En décharge, c'est vraiment pas terrible parce que ça produit du méthane, qui est quand même 24 fois plus important au niveau de l'impact sur l'effet de serre que le CO2, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Si on le brûle, eh bien on consomme de l'énergie, tout simplement parce que les déchets organiques sont pleins d'eau. Donc c'est une hérésie. Et en plus de ça, on se prive de la possibilité d'avoir ces déchets organiques qui sont en fait, qui ont une valeur, et qui ont une valeur pour le retour au sol et le fait de limiter en quelque sorte la désertification pour aller vraiment plus loin, mais au moins de redonner une valeur au sol, une valeur organique. Et c'est absolument fondamental. Vous imaginez la quantité d'organique qui, au lieu de retourner au sol, en fait, est brûlée ou mis en décharge. C'est totalement absurde. Donc, cette révolution industrielle, effectivement de la circularité, mais également une complémentarité. Et puis, le défi inhérent à ça, pour nous qui sommes des chercheurs à l'origine, c'est l'innovation. Et je me retourne vers mon voisin qui parlait du glyphosate. Quand on utilise une matière, on en fait un produit, on en tire une partie, mais il y a ce qu'on appelle les coproduits. Et parfois même les déchets. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir du tout de déchets et que les coproduits, d'ailleurs, ne soient pas non plus des coproduits, mais une partie de la matière première.
Et pour reprendre l'exemple du chardon, nous on utilise une partie de l'huile pour faire de l'acide azélaïque, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais quoi qu'il en soit, c'est important pour nous pour la partie plus polymère, plastique. Et à côté de ça, ben, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'acide pélargonique. Et l'acide pélargonique, c'est quoi? Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un potentiel substitut du glyphosate. C'est un pesticide, effectivement, mais d'origine végétale et totalement biodégradable. Utilisé d'ailleurs actuellement en test par la SNCF, qui a de gros problèmes évidemment sur ses voies, et qui ont utilisé bien entendu beaucoup de glyphosate parce que c'est facile, et qui essayent de trouver un substitut. Alors effectivement, l'acide pélargonique ne fait pas tout, mais ça fait partie des éléments qui sont d'ailleurs dans la fameuse complémentarité. Donc pour nous, vraiment, je dirais, le défi, c'est d'une part cette petite révolution, qui d'ailleurs en sera une grosse si par hasard on y arrive, révolution industrielle, pour rentrer dans une industrie plus à l'image de ce que fait donc la nature, quelque chose de circulaire et de complémentaire, parce que même la nature est complémentaire. C'est la raison pour laquelle, quand on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, il y a les oiseaux, etc. Le fait d'avoir une partie des éléments vivants qui disparaissent a, et on s'en aperçoit généralement malheureusement après, un impact sur les autres qu'on n'avait pas remarqué. Donc la complémentarité et la circularité. Et pour revenir à votre question, puisque vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu, vous avez bien fait de recadrer, c'est-à-dire le coût. Certes, ces produits aujourd'hui sont plus chers. Et malgré ce côté un peu plus cher, nous avons eu dès 1998, et à l'époque c'était 10 fois plus cher, hein, c'était pas 2 à 3 fois plus cher comme aujourd'hui, c'était 10 fois plus cher. La volonté pour certains, je dirais certaines entreprises qui ont cette volonté d'aller de l'avant et d'être un acteur de ce changement, malgré le prix, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir effectivement avancer dans ces nouveaux produits. Et ben, comment résoudre l'histoire du prix? Eh bien, on l'a dit tout au début, on va résoudre l'histoire du prix avec la frugalité. Tout simplement, on va en faire moins. Et c'est ce qui se passe avec les sacs à usage unique, par exemple, qui sont en train de disparaître, les produits réutilisables, et lorsque ça ne peut pas être réutilisable, c'est par exemple un sac fruits et légumes qui est éventuellement utilisé pour la collecte enfin, l'achat de ces fruits et légumes peut être réutilisé après pour la collecte des biodéchets. Donc on va résoudre le problème du coût si on rentre dans une logique globale de frugalité et là je reviens sur la fonctionnalité, mais on est dans une fonctionnalité multiple. Alors, ça c'est... Oui, on peut applaudir. Ça c'est extrêmement intéressant parce que on bute toujours sur la question qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous. Si on considère que passer d'une économie fonctionnelle linéaire à une économie plus complexe, circulaire, que j'appellerais contributive, on se pose toujours la question de mais alors comment on le fait et comment on se rémunère là? Ça veut dire qu'on considère que ce passage-là c'est, comment dire, vient avec la production d'une externalité positive cette fois-ci. Mais si on ne le considère pas comme tel, on va dans la direction que vous dites. Par la frugalité, on diminue ses coûts de production. Et c'est effectivement une façon, entre guillemets, de se rémunérer sans chercher à demander à ce que soit le consommateur, mais il peut être invité aussi à mettre la main à la poche, c'est évident, hein, mais c'est une façon de ne pas attendre ce que collectivement on a attendu depuis juste un siècle à propos des externalités, à savoir qu'elles règlent les problèmes. Nous savons aujourd'hui que cette notion, nous devons la réinterroger pour rester de manière extrêmement euphémique. Hein. Vous venez de donner une façon de répondre à la question de ce passage donc d'une économie fonctionnelle à une économie contributive, parce que multiple,
sans passer par la question des prix et de la rémunération. Mais peut-être que Rachel ou M. Bonneau ont quelque chose à dire. Alors, ou plus largement sur ce thème économique, si vous souhaitez continuer là-dessus, et puis en dialoguant entre vous d'ailleurs maintenant. Alors, moi je souscris totalement à ce qui a été dit à la fois par Rachel. Effectivement, il y a des choses nouvelles qui vont permettre de valoriser des choses qui ne sont pas valorisées aujourd'hui. Et je souscris aussi à ce qui est dit à ma gauche, c'est que de toute façon la solution passera par la complémentarité et de la collaboration. Et notamment, effectivement, et du côté des déchets organiques, c'est un très bon exemple, il y a une vraie valeur écologique dans ces produits qui ne sont pas aujourd'hui utilisés et qui pourront être demain apporter une partie de la valeur qui nous manque. Et puis il y a un autre sujet sur la partie économique, et on en parlait un peu ce matin, c'est quoi le vrai coût justement de toute la pollution qu'on génère. Aujourd'hui, on ne la paye pas. Et petit à petit, la réglementation va nous rattraper. Va nous rattraper dans l'utilisation du plastique, on en a ici, non jetables, et ces choses-là, il faut s'y préparer, parce que ce seront des coûts supplémentaires qui vont faire que les productions, entre guillemets, traditionnelles, anciennes, vont finalement coûter beaucoup plus cher que les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui plus coûteuses, mais qui demain seront plus en ligne par rapport à notre mode de vie et par rapport à la problématique du réchauffement climatique. Donc tout ça va s'accélérer. Ce qui est clair qu'aujourd'hui, les choses vont très vite dans tous les sens et ça reste passionnant. Oui, je suis bien d'accord. Alors, ce que ça me fait quand même réfléchir, c'est vrai qu'on a du coup cette double dynamique entre si maintenant c'est pas 10 fois plus cher, mais 2 fois, 3 plus cher. C'est probablement lié au fait que vous avez pu monter à l'échelle. Oui. Donc, cette prochaine pôle entre, en fait, finalement, une plus grande volume qui va permettre d'avoir une approche qui va baisser les coûts et du coup permettre ces nouvelles idées à être adoptées par un plus grand nombre, et la frugalité. Et probablement, on voit quand même des cas avec effectivement des plastiques, d'arrêter les plastiques à mon usage, ou moi, la première, souvent quand on me dit que vous voulez acheter un sac, le sac, je suis prête à le payer simplement parce que j'ai une vraie utilité et ça ne me dérange pas le prix, en fait. Genre, si, c'est trop cher, mais genre, par rapport à ce qui sont des prix pratiqués, ça ne pose pas forcément de problème. Mais après, il y a une autre dimension entre deux. Et je vais utiliser l'exemple de biogaz, parce que même si probablement en termes de consommation, il faut que tout le monde s'inscrive effectivement dans une frugalité où on va chercher à utiliser moins, quand on pense système, il y a des systèmes à mettre en place, et ça va demander un certain effort. Et si la France a envie de jouer une carte parmi d'autres, par rapport à éventuellement une autonomie énergétique et que la biométhane joue un rôle dans cette autonomisation, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que le vrai prix n'est pas vu. Ni le vrai prix comptable selon l'entreprise aujourd'hui, ni les prix par rapport à les externalités positives et les externalités négatives. Et donc, quand nous, on essaie de mettre en place, alors, comment est-ce qu'on arriverait à créer vraiment une filière qui est durable? On regarde ça, on n'arrive pas à avoir un prix qui va être compétitif par rapport à ce que fait le gaz naturel importé. Parce que sur les 3 dimensions, coût, externalité positive, externalité négative, ne se montrent nulle part. Et donc même quand on parle des subventions, souvent, c'est vrai, la vérité, en fait, la densité finalement du problématique n'est pas prise en compte. Et pire encore, puisque le contribuable n'en peut plus, en fait, par rapport à tout ce qui sont ses coûts réguliers, l'État cherche à réduire ses investissements aussi.
Et donc, ce qui est très joli, c'est que pour cette nouvelle filière, ils veulent déjà qu'on essaie de réduire de 30% ce qui serait le tarif d'achat de cette gaz produite en France. Aujourd'hui, du coup, face à ça, on essaie de travailler sur comment on arrive à déjà mesurer, puis du coup mettre une juste valeur sur les externalités positives pour savoir derrière comment on pourrait s'en servir pour que ça entre dans l'équation économique. Et à ma plus grande surprise, en fait, on n'en sait rien. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, où pour moi c'était argent comptant, en fait, on n'en sait toujours pas, on ne sait pas le mesurer, on est encore très loin, comme vous avez dit avec les technos. En fait, on se dit, bah, ça y est, on sait faire. Donc, où est le problème? Ah bah, il ne suffit pas de savoir faire pour que finalement ça entre dans un système. Et donc, entre cette frugalité et industrialisation, il y a aussi finalement une vision par rapport à c'est quoi le système qu'on a envie de mettre en place. Et une fois qu'on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus, la collaboration est possible. Parce que tout d'un coup, quand il s'agit que, évidemment, trop souvent, moi j'ai vu même dans une même exploitation qui va être polyculture, et ils vont réfléchir en fait séparément par rapport à ce qu'il faut faire côté production végétale et ce qu'il faut faire production élevage. Alors que quand l'effort est combiné, où chacun apporte un peu, ben là finalement le risque est moindre, l'effort est moins, mais parce qu'on sait le système qu'on va chercher à obtenir. Et ça, on n'a pas encore aujourd'hui. Merci Rachel Colpé. Merci. Quelqu'un souhaite dire un mot final? Monsieur Boissoulier. Il y a une chose aussi que je n'ai pas soulignée, mais qui était sous-entendue, c'est la diversification aussi. Parce que à partir du moment où aujourd'hui, l'état des choses aujourd'hui, on a toujours tendance à raisonner en fonction de ce qu'on connaît. Et on a énormément de mal à se projeter dans des modèles nouveaux, et notre esprit nous ramène toujours à ce qu'on connaît. Si ce n'est pas notre esprit, c'est le voisin, en disant oui, mais, etc. Or, la diversification, ne serait-ce que par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, Rachel, on parle effectivement de l'alimentaire contre le non-alimentaire. Mais il y a tout simplement un problème de diversification. Le non-alimentaire, il ne faut pas qu'il utilise un seul type de matière ou un seul type de culture. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a énormément de recherches à faire. Les algues, aujourd'hui, nous, on commence à travailler sur les algues. Il y a de l'amidon dans les algues, par exemple. Donc, on peut très bien, avec la diversification, aller au-delà. Et évidemment, pour revenir sur un système économique, il y a aussi, quand on oppose le coût d'une nouveauté, de quelque chose d'innovant, au coût d'une matière qui est parfaitement, je dirais, amortie, vous avez effectivement toutes les machines qui sont là pour optimiser le temps, la fabrication, etc. Vous ne pouvez pas comparer les deux. C'est pas possible. Et je finirai sur un seul point qui peut-être n'a pas été abordé, sont les analyses sur le cycle de vie. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on vous dit « Ah, quel est son impact environnemental ?» Parce que s'il y a un nouveau produit qui a un impact environnemental supérieur à ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas la peine, il faut tout arrêter. Sauf que quand on compare l'impact environnemental d'un produit, c'est toujours pareil. On compare par rapport à un produit parfaitement optimisé, dans ses coûts, dans l'ensemble de ses lignes, par exemple, à un produit qui est en train de naître et qui, lui, pourra être optimisé, y compris d'un point de vue environnemental. Et malheureusement, alors les modèles sont en train de changer, et heureusement, et notamment au niveau européen. Mais l'analyse sur le cycle de vie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un modèle qui est fait pour comparer deux produits à un instant T. Donc si ce sont deux produits qui ont, je dirais, le même niveau d'évolution, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On les compare tous les deux. Mais si on compare un produit qui est arrivé à son stade ultime de l'évolution avec un produit naissant, c'est un petit peu comme si on disait « Moi, je suis entrepreneur, je vais employer quelqu'un, il y a quelqu'un qui sort de Polytechnique et quelqu'un qui vient avoir son bac. Ah ben non, celui qui vient d'avoir son bac, forcément, il est nul. Mais peut-être qu'il va avoir Polytechnique.
Donc on est un petit peu dans cette logique, on a toujours tendance à regarder ce que l'on connaît et à pas suffisamment donner la chance à ce qui est à devenir. Merci, merci beaucoup. J'entends que les chemins habitables et justes au service d'une économie biocompatible seront à la fois dynamiques, innovants et coopératifs. J'ai bien résumé? Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci.